Bonsoir et bienvenue dans le Grand News, ravi de vous retrouver en ce lundi soir. En France, seulement une personne sur deux a suivi une formation aux gestes de premier secours, mais on estime que si seulement 20% des Français de plus étaient plus informés, on pourrait sauver plus de 10 000 vies par an. Un reportage signé Olivier Clément. En France, moins d'une personne sur deux a suivi une formation aux gestes de premier secours. Or, on estime que ces gestes augmentent les chances de survie des victimes de 20%. Alors, plutôt que de rester les bras croisés, voilà 3 situations simples dans lesquelles chacun peut agir. L'étouffement, le saignement et l'arrêt cardiaque. Mais avant toute chose, 2 réflexes à avoir. Vous assurer que la situation ne présente aucun risque pour vous et la victime, et bien sûr prévenir les secours le plus vite possible en leur donnant le maximum de détails sur le lieu de l'accident et l'état de la victime. Alors voyons maintenant les gestes à proprement parler. D'abord, l'étouffement. C'est la première cause de mortalité chez les enfants de moins de 5 ans. En général, la personne va porter les mains à sa gorge et ne pourra plus parler, ni tousser, ni respirer. Alors que faire ? Commencez par mettre 5 claques dans le dos de la victime, en prenant le temps entre chaque claque de vérifier si la personne va mieux. Si cela ne suffit pas, il faut alors passer aux compressions abdominales. C'est ce qu'on appelle la manœuvre de Heimlich. Placez-vous derrière la victime, positionnez votre poing au niveau du haut des abdominaux et avec l'autre main à plat, appuyez sur le poing comme pour le rentrer sous la cage thoracique. Faites ce geste 5 fois au maximum, et si ça ne fonctionne toujours pas, recommencez toute l'opération. Claque dans le dos, puis compressions abdominales. Deuxième scénario, le saignement. Ici, le geste est simple, appuyez sur la plaie et allongez la victime. Dans cette position, les organes sont plus facilement irrigués par le sang. Gardez la plaie comprimée jusqu'à l'arrivée des secours, et essayez autant que possible de ne pas être en contact direct avec le sang de la victime. L'idéal est d'avoir des gants, mais un linge, un sac plastique ou un emballage peuvent faire l'affaire. Enfin, troisième cas de figure, l'arrêt cardiaque. Une personne est allongée et ne bouge pas. Ici, la première chose à faire est de vérifier si la personne réagit. Pour ça, demandez-lui de serrer votre main. Si ça ne donne rien, vérifiez alors qu'elle respire. Penchez-lui la tête vers l'arrière avec une main sur son front et l'autre sur son menton, placez votre oreille près de sa bouche et essayez d'écouter si elle respire tout en regardant si sa poitrine se soulève. Si vous ne détectez toujours aucun signe de vie, commencez alors le massage cardiaque. Voilà comment faire. Placez vos mains l'une sur l'autre sur la ligne dessinée par les tétons au milieu du torse. Solidarisez vos mains avec vos doigts, comme ceci. Puis, les bras toujours tendus, comprimez le sternum au rythme de 100 compressions par minute, en essayant de n'appuyer que grâce à votre paume bien au centre. Pour le rythme, calez-vous par exemple sur le morceau Staying Alive des Bee Gees. Toutes les 30 compressions, effectuez un bouche à bouche. Pour ça, penchez la tête de la victime en arrière, une main sur son front, une sur le menton, bouchez-lui le nez, puis faites 2 insufflations. Tout en expirant, regardez si sa poitrine se gonfle bien pour s'assurer du bon fonctionnement de la technique. Répétez ensuite toute l'opération. 30 compressions, 2 insufflations, 30 compressions, 2 insufflations, jusqu'à l'arrivée des secours. Pour être formé à ces gestes, trouvez le centre de formation agréé le plus proche de chez vous, Croix-Rouge, pompiers ou protection civile, et demandez à passer la formation de prévention et secours civique de niveau 1. En à peine 7 heures, elle vous permettra de savoir exactement comment réagir et de peut-être sauver une vie. SIDA, GPA, Téléthon, les prises de position les plus marquantes de Pierre Berger, intervenu il n'y a pas très longtemps, rencontre avec l'ancien président du conseil de surveillance du Monde qui s'est éteint vendredi dernier à l'âge de 86 ans. Ce qui manque le plus, si on parle de politique, c'est des convictions. Moi, c'est une question que je pose aux gens qui sont contre le mariage gay. Mais ça vous enlève quoi ? Évidemment qu'ils sont homophobes. En tout cas pour la plupart d'entre eux.
Vous diriez Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Chacun son bon PD, comme chacun avait son bon juif. Je vais le dire à ces gens qui manifestent, je leur dis avec amitié, ils peuvent manifester, la PMA et la GPA sont inéluctables et elles existeront un jour. C'est une maladie grave, mais comme d'autres maladies chroniques, on n'en meurt pas. Est-ce que c'est dur du coup Non, je vous arrête. Comment on n'en meurt pas? On en meurt. Et pardonnez-moi non, je vous en prie. Vous dire ce que je vais vous dire. C'est malheureusement à cause de paroles comme celles que vous venez de prononcer que les gens se sont éloignés de cette recherche et des dons pour le sida. Le Téléthon parasite la générosité des Français. Le Téléthon capte la générosité des Français d'une manière populiste, en montrant des enfants myopathes, en exhibant le malheur des enfants. Et tout ça, je trouve ça absolument inadmissible. J'ai toujours cru qu'un créateur de mode était là pour embellir les femmes, et en tout cas pas pour être le complice de cette dictature imposée, de cette chose abominable qui fait qu'on cache les femmes, qu'on leur fait vivre une vie dissimulée. Il faut au contraire leur apprendre à se dévêtir. Nous ne sommes pas que des catholiques ou des protestants chrétiens en France. Il y a une majorité, une grande partie de musulmans. Il y a beaucoup d'autres religions. Pourquoi, en effet, ne pas en tenir compte? Je suis pas là pour obéir. J'ai détesté toute ma vie obéir. L'ancien membre du Congrès démocrate Anthony Weiner, coupable d'avoir échangé des textos sexuels suggestifs avec une jeune adolescente, et doit connaître prochainement sa sentence. Il a d'ores et déjà été enregistré comme délinquant sexuel et risque, tenez-vous bien, jusqu'à 27 mois de prison. Mouna El Mokhtari nous explique ses faits. It is a shame! A shame! Il y a 6 ans, Anthony Weiner, c'était une star montante du Parti démocrate. Connu pour ses déclarations fracassantes, il a été réélu 6 fois de suite à la Chambre des représentants et même marié par Bill Clinton. Mais aujourd'hui, Anthony Weiner, c'est ça. One-time Congressman Anthony Weiner will soon have a new title, Registered Sex Offender. The disgraced politician pleading guilty in federal court to transmitting obscene material to a minor. Il a perdu son mandat, et sa femme l'a quitté. Sans compter qu'il a plombé sans le vouloir la campagne électorale d'Hillary Clinton pour la présidentielle de 2016. We never thought we were going to say thank you to Anthony Weiner. Mais alors, comment en est-il arrivé là? Tout commence le 27 mai 2011. Anthony Weiner est chez lui, en caleçon. Il dialogue sur Twitter avec une femme qui se trouve à Seattle, de l'autre côté du pays. Weiner lui envoie cette photo, où l'on distingue clairement son pénis. Sauf qu'il a envoyé la photo sur son compte Twitter public. Il s'en rend compte presque immédiatement et efface la photo, mais pas assez vite, et une capture d'écran est transmise au blogueur Andrew Breitbart, futur fondateur de Breitbart News, qui la publie sur son site biggovernment.com. Le scandale éclate. Pour tenter de l'étouffer, Anthony Weiner donne des interviews. Il nie avoir lui-même envoyé la photo et suggère un piratage, peut-être commis par un opposant politique. Mais Breitbart publie alors une autre photo privée envoyée par une autre femme, et il annonce en détenir d'autres sexuellement explicites. Weiner est acculé, et le 6 juin, il donne une conférence de presse. To be clear, the picture was of me, and I sent it. I'm deeply sorry for the pain this has caused my wife, Huma, and our family, and my constituents, my friends, supporters, and staff. Il déclare également avoir envoyé via Twitter, sur Facebook, par email ou par téléphone, des messages et des photos explicites à 6 femmes au cours des 3 dernières années. À cette époque, les late shows s'en donnent à cœur joie. D'autant plus que le nom de l'élu démocrate se prononce comme le mot qui désigne les saucisses utilisées dans les hot dogs, mais aussi comme un synonyme de pénis en argot. May we have a little chamber music, please? Now, I want to stress, this is verbatim. We are not ad-libbing or adding anything. This is exactly what went back and forth between Congressman Weiner
and the blackjack dealer from Las Vegas, Lisa. And if you'll start us off with Lisa's first line. Are you as passionate in the sack as you are about politics? Baby, you'd be crawling for the door to prevent me from fucking you silly. Nice. Les figures politiques font pression pour qu'il démissionne, y compris le président. If it was me, I would resign. Ce qu'il finit par faire 3 jours plus tard. Unfortunately, the distraction that I have created has made that impossible. So today I am announcing my resignation from Congress. Mais aux États-Unis comme ailleurs, il arrive que le public donne une seconde chance aux hommes politiques. Et c'est exactement ce qui se passe avec Anthony Weiner. En avril 2013, près de 2 ans après sa démission, il annonce sa candidature aux primaires démocrates pour la mairie de New York. Il se présente comme un homme changé, qui a appris de ses erreurs. Je me sens comme une personne différente. Et ça marche, puisque les sondages le donnent d'abord favori. Mais quelques jours plus tard... Good morning and welcome to This Week. Sexting scandal. Shocking revelation shaking up the New York mayor's race one more time. Anthony Weiner claimed to be a changed man after he resigned Congress in the wake of a sexting scandal, but it turns out the sexting did not stop. Weiner admet avoir texté 3 femmes de plus dans les mois qui ont suivi sa démission du Congrès. Sa campagne s'effondre et il termine 5e aux primaires. Politiquement, il semble fini, mais il n'est pas au bout de sa descente aux enfers. Car en août 2016, un tabloïd new-yorkais publie cette photo. Il s'agit une nouvelle fois d'Anthony Weiner, et juste à côté, endormi, c'est son fils de 3 ans et demi. La photo fait évidemment scandale une nouvelle fois, d'autant plus que Weiner l'a envoyée à une adolescente de 15 ans, ce qui tombe sous le coup de la loi. Immédiatement, sa femme, Huma Abedin, qui l'avait toujours soutenu, le quitte. Après une longue et douloureuse réflexion et un travail sur mon mariage, j'ai pris la décision de me séparer de mon mari. Et ce sordide selfie érotique a aussi eu des conséquences inattendues sur la vie politique du pays, plombant la fin de la campagne présidentielle d'Hillary Clinton. Car Huma Abedin était l'une de ses adjointes de campagne. En enquêtant sur Weiner, le FBI a saisi des ordinateurs qu'Huma Abedin partageait avec son mari, et c'est sur ces ordinateurs qu'ils ont trouvé des emails jugés pertinents dans une autre enquête. Celle sur le serveur privé qu'Hillary Clinton utilisait illégalement chez elle quand elle était secrétaire d'État. Le 28 octobre 2016, 11 jours avant l'élection, le FBI annonce qu'il rouvre l'enquête. Puis abandonne de nouveau d'éventuelles poursuites 2 jours avant le scrutin. Depuis, Anthony Weiner a été enregistré comme délinquant sexuel, et il risque jusqu'à 27 mois de prison. Comment écrire une danse? Élément de réponse signé Sylvie Chayette et Antoine Chirard. C'est pour Le Monde et c'est pour le Grand News, bien sûr. Regardez. Ce que l'on vient d'entendre, on l'écrit comme ça. Mais comment faire avec ce que l'on voit? Existe-t-il une méthode pour retranscrire des mouvements? Comment écrire la danse? Eh bien, c'est moins connu que les partitions de musique, mais la danse aussi a son système de notation, ou plus exactement, ses systèmes de notation. Résumé de l'histoire. Les Romains notaient déjà leurs pas de danse, mais tout est théorisé au Moyen-Âge, comme pour la musique d'ailleurs. À l'époque, on note ce qu'on appelle les basses danses, c'est-à-dire les notes de bal. Les pas sont alors simplement symbolisés par des lettres. Mais c'est en 1700, avec un maître de danse, Raoul Auger-Feuillet, qu'un vrai système de notation est théorisé. Voici le principe. Une feuille de papier représente la salle, où l'on danse vue d'en haut, et un chemin symbolise le trajet parcouru par chacun des danseurs. Ce chemin est ponctué de petites barres correspondant aux barres de mesure de la musique. S'ajoutent des figures de pas et de position. Et sur ces figures s'ajoutent encore des signes pour préciser les actions. Mais la danse évolue et rapidement ce système trouve ses limites. On ne sait écrire que les quelques figures de la danse de cour. Au XIXe siècle, d'autres systèmes d'écriture chorégraphique plus modernes sont tentés, mais rien ne fonctionne à 100%. Le mouvement s'écrit mal. Pourquoi ? Parce que tout simplement ces notations ne s'intéressent qu'à la danse. Pour avoir un véritable système de notation du mouvement, il faut attendre un homme, Rudolf Laban. Laban, c'est un danseur et chorégraphe hongrois du début du XXe siècle. À l'époque, il choisit de s'intéresser à tous les mouvements, la danse bien sûr, mais aussi ceux du quotidien ou ceux des travailleurs à l'œuvre.
Sur la base de ces observations, il crée alors son propre système d'écriture, articulé autour de 4 questions fondamentales. Que se passe-t-il? Quand? Combien de temps? Et enfin, quelle personne ou quelle partie du corps exécute ce mouvement? À partir de là, le corps en mouvement se dessine et la notation se lit de bas en haut. Cette ligne au centre représente le buste. Les 2 lignes de part et d'autre symbolisent à gauche la jambe gauche, à droite la jambe droite. Puis encore plus loin, les mouvements du bras gauche et les mouvements du bras droit. Prenons un exemple. Voici Noëlle Simonet. Au Conservatoire national de Paris, c'est elle qui enseigne la notation Laban. Nous lui avons demandé d'annoter un mouvement très simple. 2 personnes qui marchent côte à côte. Donc en fait, on a 2 danseuses. Elles sont côte à côte. Donc on découpe comme ça le temps. Donc elles vont à chaque fois enchaîner un pas puis l'autre en commençant par le pied droit. Donc un pas en avant, un deuxième autre pas ici, voilà, et ainsi de suite, quoi. Voilà, donc ça c'est la marche. Mais un autre système est lui aussi très utilisé, celui d'un autre Rudolf Beneš, un mathématicien des années 50, amoureux d'une danseuse. Avec elle, il décide aussi de créer son propre langage qui voit le jour en 1955. C'est ce système qu'a choisi Dany Lévesque, la seule choréologue intégrée à une compagnie, celle d'Angeline Preljocaj. Le système Beneš, le principe, il a pris une partition de musique, il a élargi, puis il a créé des signes, et suivant la forme du signe et la hauteur à laquelle on place sur la portée, on a la position d'une main ou d'une jambe, puis on dessine des lignes de mouvement qui relient et qui donnent donc un mouvement, puisqu'un mouvement, c'est aller d'un point A à un point B dans un temps donné. Aujourd'hui, Dany Lévesque a écrit 34 ballets, soit plus de 2500 pages de notation. À elle aussi, nous lui avons demandé de nous montrer un exemple. Et voilà ce que ça donne une fois écrit. Elle rentre, donc elle avance, elle fait un petit saut, elle lève la jambe, elle marche, 2e fois, 3e fois, et elle ferme de face, voilà. Mais il fallait encore nous convaincre que la notation marche pour toutes les danses. Du coup, Antoine, notre cadreur, a réalisé une figure de breakdance. Et Dany Lévesque a répondu au défi sans trop sourciller. Alors ça, je note à peu près comme ça. Et vous tournez sur la main gauche, voilà. Et après, vous tombez. Mais que ce soit Laban ou Beneš, à quoi sert aujourd'hui un système de notation à l'heure où la vidéo permet d'immortaliser chaque mouvement? Eh bien, selon les amateurs de chacun de ces systèmes, écrire la danse permet de conceptualiser le mouvement et de le comprendre, plus que de simplement le mémoriser et l'imiter. Rappel de la principale information de cette édition en France, seulement une personne sur 2 a suivi une formation au geste de premier secours, autrement dit la SST, secouriste au travail, mais on estime que si seulement 20% des Français de plus étaient plus informés, on pourrait sauver plus de 10 000 vies chaque année. Ainsi s'achève le Grand News, merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous avec l'information, c'est bien sûr demain à 20h30. Vous n'oublierez pas, à 23h pile, ce sera la rediffusion de votre émission favorite. Merci de nous rester fidèles.